J'avais donné cette conférence pour la première fois il y a 2 ans à Devoxx à Paris, et je vois qu'il y en a une bonne dizaine d'entre vous qui étaient déjà là à Paris à Devoxx dans la salle. Donc, soit vous avez une très mauvaise mémoire, mais je ne crois pas trop, soit vous avez vraiment beaucoup aimé la première fois. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je m'appelle Valentin Deleplace, je suis ingénieur à Google Cloud. Je travaille principalement sur les technologies serverless comme Cloud Run et aussi sur le langage Go. Et comme projet perso, j'anime le site Programming Idioms qui compare une trentaine de langages de programmation. Et je suis aussi l'auteur de l'appli mobile CoolMaze qui permet de transférer une photo de votre téléphone vers l'ordinateur. C'est très utile, je m'en sers tous les jours. Et je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Toulouse. Alors, chronologiquement, nous aurons de la théorie, des exemples dans lesquels la théorie marche bien, la faiblesse de la théorie de mon point de vue, et un exemple où la théorie ne marche pas très bien. J'ai beaucoup de slides, alors je vais essayer parfois de parler très vite pour essayer de tous les caser en 40 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce graphe qui n'est même pas correctement labellisé en abscisse et en ordonnée? En fait, dans ce graphe, chaque barre bleue représente un slide que je vais présenter. Plus la barre est grande, et plus ça veut dire que le slide est intéressant. Donc, je vais parler de choses assez intéressantes, mais sans plus, pendant 40 minutes, dans un style assez pompeux, un peu pédant même, sauf dans un slide qui sera vraiment extraordinaire, quelque part au milieu, et le tout dernier slide qui sera lui aussi mémorable. Commençons par le plus pénible, la théorie. La théorie du Big O produit des équations, par exemple, de la forme f de n égale grand O de n carré, que l'on peut traduire en langage courant par la fonction f croît proportionnellement au carré de n. Alors c'est un abus de langage, on écrit égal, mais en vrai c'est appartient à. J'ai déjà prévenu que je serais un peu pédant dans l'intro, donc je me permets des notations absconses. Voilà, j'ai remplacé égal par appartient à. Mais même cette notation, je trouve que c'est un peu approximatif. F de n, c'est quoi? Est-ce que c'est le résultat de la fonction appliquée à n, ou bien est-ce que c'est la fonction elle-même? Et si f de n, c'est la fonction, bah alors c'est quoi f? Bon. Un autre abus de langage, c'est que la plupart du temps, quand on dit grand O de n carré, on veut plutôt exprimer grand θ de n carré. C'est-à-dire pas plus cher que n carré, mais pas moins cher non plus. Par exemple, si je vous dis que vous avez une liste de nombres, vous avez n nombres, et que trouver le max dans une liste de n nombres, c'est grand O de n carré, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est vrai. C'est-à-dire, certes, vous pouvez trouver le max en temps linéaire, mais tous les algorithmes qui sont en grand O de n sont aussi en grand O de n carré. Donc, grand O, ça peut se lire approximativement comme inférieur ou égal, alors que grand θ, il se lit correctement comme appartient à la même classe de complexité. Moi, dans l'absolu, je préférerais une notation un peu comme ça, où on lirait directement f appartient à la classe des fonctions qui ne coûtent pas plus cher que la fonction carré, avec une notion de pas plus cher un peu bizarre qu'on va voir dans le slide juste après. Bon, je ne vais pas réécrire l'histoire, on a des notations communément admises, donc on va essayer de les utiliser. La définition mathématique complète de f de n appartient à grand O de n carré, c'est il existe deux nombres k et n0 positifs, et là tout à droite de l'amphi, vous ne pouvez pas voir la totalité, mais en penchant le cou un petit peu. Voilà, il existe deux nombres positifs, k et n0, tels que quel que soit n supérieur à n0, f de n est inférieur à k fois n carré. Et vu comme ça, c'est assez indigeste. Toutefois, chaque composante de cette phrase mathématique a un sens qu'il est tout à fait possible de saisir intuitivement. Essayons d'imaginer une fonction f en grand O de n carré. Elle peut monter et descendre par endroits, mais elle a plutôt tendance à monter. Si elle est en grand O de n carré, donc là je commence à écrire l'équation tout en haut, ça devrait vouloir dire qu'en chacun de ces points, elle est égale ou inférieure à la fonction n carré. Pourtant, on n'a pas l'impression que c'est le cas ici. La courbe verte, qui est le vrai n carré, est très en dessous de la courbe bleue. Donc pour l'instant, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on précise f de n n'est pas forcément inférieur à n carré, mais plutôt inférieur à k fois n carré, pour une certaine constante k dont la valeur n'est souvent pas explicitée. Alors ça peut paraître arbitraire, mais ça a tout à fait du sens. C'est pour ça que j'ai amené un outil illustratif. Imaginez que visser un boulon, ça prend 1 seconde. Hop, voilà.
Ça prend un geste de 1 seconde. Alors, le temps requis pour visser n boulons, c'est grand O de n. C'est linéaire par rapport à n, en l'occurrence, ça prend n secondes. Maintenant, plus compliqué. Si jamais visser un boulon, ça prend 3 gestes de 1 seconde. 1, 2, 3. Alors, est-ce que c'est encore linéaire par rapport à n? Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà la réponse. Oui, c'est linéaire. Le temps est égal à 3n. Et donc ici, la constante cachée, c'est k égale 3. Bon, il se trouve que sur ce diagramme, l'affirmation mathématique n'est pas encore exacte, puisque la courbe bleue est bien en dessous de la courbe orange à droite, pour les grandes valeurs de n. Par contre, ce n'est pas le cas à gauche pour les petites valeurs de n. F de n n'est pas inférieur à k fois n carré, la courbe orange. C'est pour ça qu'on introduit une certaine constante n0, dont la valeur n'est souvent pas explicitée, qui signifie l'inégalité est vraie uniquement au-delà de n0, quand n tend vers l'infini. On se permet d'ignorer complètement ce qui se passe pour les valeurs de n plus petites que n0 et d'en faire abstraction. Vous pouvez voir que la valeur de la courbe bleue ne commence pas à 0 tout à gauche, et ça peut être dû à un temps d'initialisation incompressible qui fait que pour une très petite valeur de n, le coût d'exécution n'est pas comparable à k fois n carré. Et on va voir par la suite que le flou artistique qui entoure les valeurs de k et de n0 nous réserve quelques surprises. Dans ces graphes, j'ai gradué leurs données comme étant le temps d'exécution exprimé en millisecondes. Donc informellement, il y a une équivalence entre le nombre d'opérations élémentaires séquentielles et le temps d'exécution. Donc on fait parfois un peu l'amalgame selon le contexte. En abscisse, on parle de n, mais n, c'est combien? Quand n est petit, Big O n'est pas l'outil adapté. Big O est très explicite sur son mépris des petites valeurs de n inférieures à un certain n0 arbitrairement grand. Donc formellement, Big O ne nous apprend rien sur les petites valeurs de n. Quand n tend vers l'infini, tout à droite, c'est censé être Big O qui nous apprend la vérité sur la performance. Mais l'infini, bien sûr, on ne l'atteint jamais. Donc en fait, c'est la tranche du milieu qui nous intéresse le plus. Que se passe-t-il quand n est assez grand? On effectue des analyses Big O sur ce qui se passe à l'infini, dans l'espoir que cette sagesse puisse s'appliquer à des valeurs finies de n, moyennes ou grandes. Un grand O, ce sont des choses vraies à l'infini. Dans un sens, ce qui est contradictoire, c'est qu'on fait des analyses mathématiques rigoureuses et péremptoires pour évaluer la performance des algorithmes, mais que pour ça, on se met volontairement des œillères en choisissant de faire abstraction de certaines choses et pas d'autres. Par exemple, quand on décide d'évaluer un algorithme de tri, en se focalisant sur le nombre de recopies et qu'on fait abstraction sur le nombre de comparaisons, c'est souvent là-dessus qu'est basée la performance des algorithmes de tri, sur le nombre de comparaisons, mais qu'on fait abstraction du nombre de recopies d'un élément ou du nombre d'allocations mémoire. Invoquer un grand O, c'est un peu comme un avocat qui fait un effet de manche en direction du jury du tribunal. C'est impressionnant d'éloquence, mais ça repose parfois sur un argumentaire assez faible et subjectif. Bon, j'avais prévu tout un chapitre sur la fonction logarithme qui me semble intéressante du point de vue de la relation entre la théorie et la pratique. Malheureusement, ça fait complètement déborder la présentation de son temps alloué. Alors à la place, je vous donne directement la conclusion. Si vous rencontrez log n dans une équation, vous essayez de déterminer combien vaut log n quand n est grand. Par exemple, n égale 100 fois plus grand que la taille maximale que vous prévoyez pour votre application. Et ensuite, vous traitez cette valeur comme un facteur constant dans l'équation et vous passez votre chemin. En gros, le logarithme croît, donc il grandit tellement lentement qu'il est légitime de le traiter comme une constante, de mon point de vue. Maintenant, un peu d'humanité dans tout ça. L'homme est la mesure de toute chose. Bon, la première fois que j'ai entendu cette citation, je n'étais pas du tout du même avis. J'y voyais que de l'anthropocentrisme très archaïque, c'est déconnecté de la réalité physique de l'univers, puisque selon moi, l'homme n'est pas la mesure de la taille d'une molécule et ce n'est pas non plus la mesure de la taille d'une supernova. Et puis plus tard, j'ai compris que l'humain était effectivement la mesure la plus importante de tout ce qui concerne les humains, c'est-à-dire de notre point de vue humain, de toute chose effectivement. Et la mesure de la vitesse d'exécution d'un système informatique, par exemple, n'existe pas dans un vide cosmique.
on mesure et on optimise les quantités qui vont impacter des êtres humains, par exemple à cause de la latence qui nous fait perdre du temps, ou bien à cause de l'utilisation prolongée de ressources cloud qui nous font perdre de l'argent. Si vous avez l'occasion d'optimiser un script qui tourne pendant 1 heure chaque nuit, est-ce que vous le faites? J'estime que ça dépend. Un programme qui tourne automatiquement pendant que vous dormez et qui a déjà terminé quand vous vous réveillez, ça a un coût humain égal à 0. Si vous avez de bonnes raisons de penser que sa durée sera toujours 1 heure, alors surtout ne l'optimisez pas. Par contre, si vous pensez que le volume de données à traiter séquentiellement va être multiplié par 20 dans les semaines à venir, alors oui, vous prévoyez que l'humain sera impacté et donc ça vaut le coup d'optimiser. Revenons à notre schéma approximatif des ordres de grandeur de la donnée d'entrée. Avec les équations de complexité algorithmique, le choix entre 2 algorithmes équivalents pour départager celui qui est censé être le plus performant se fait à l'aune de ce qui se passe tout à droite, lorsque n tend vers l'infini. Or, nous, humains, nous sommes impactés par des valeurs finies qui se situent ici et ici. Elles sont soit petites, soit moyennement grandes. J'affirme qu'une analyse digne de ce nom doit se concentrer sur une estimation raisonnable de la taille des véritables données d'entrée, plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'infini. Parfois, la tendance est la même, et parfois pas du tout. On va voir quelques exemples que j'appelle positifs, c'est-à-dire dans lesquels le passage d'une classe de complexité élevée à une classe moins élevée a effectivement permis de sauver un projet. La plupart du temps en remplaçant un algorithme quadratique, grand O de n carré, par un algorithme linéaire, grand O de n. Un exemple classique que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma carrière, c'est la déduplication. Vous avez une liste et vous souhaitez supprimer les doublons. L'algorithme naïf, si on n'y prend pas garde, c'est de parcourir toutes les paires d'éléments de la liste 2 à 2 pour tester s'ils sont égaux 2 à 2. Ça prend malheureusement un temps quadratique. Alors une fois identifié, ça se corrige assez facilement, soit en triant la liste afin que tous les éléments identiques se retrouvent côte à côte, ça a un coût grand O de n log n, soit en mettant tous les éléments dans un hash set et en faisant une seule passe pour un coût linéaire grand n, grand O de n. Un autre exemple classique, c'est la suppression de plusieurs éléments dans un tableau. Alors, vous avez une liste de pommes et vous souhaitez supprimer certains éléments, ceux qui ont un vert, celles qui ont un vert dans la pomme. Alors, comment vous procédez? Vous commencez par quoi? Vous pouvez itérer sur la liste pour trouver le premier élément à supprimer et vous le supprimez. Puis, vous trouvez le suivant, vous le supprimez, etc., etc. Voilà, vous n'avez plus que des pommes saines. Le problème, c'est que même si vous avez l'impression d'avoir parcouru une seule fois la liste, votre algo n'est pas en grand O de n, il est plutôt en grand O de n carré. Parce qu'à chaque fois que vous supprimez un élément, vous êtes obligé de décaler tout le reste de la liste, toute la partie droite de la liste, vous êtes obligé de la décaler d'une case vers la gauche. Ça fait beaucoup de travail de recopie redondante, encore et encore. Et une fois que vous avez conscience du problème, de pourquoi cet algo qui avait l'air linéaire est en fait quadratique. Une fois que vous en avez conscience, il y a plusieurs approches possibles assez simples pour obtenir le même résultat, mais en temps linéaire, par exemple en construisant une nouvelle liste. Ou alors, en place, on peut aussi itérer d'une autre façon pour rester en temps linéaire et sans allouer. OK. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire en 2021. Le jeu GTA Online était affreusement lent à se charger, parfois plus de 15 minutes, et ça faisait 7 ans qu'il était sorti. Et 7 ans que des milliers de joueurs trépignaient chaque jour au lancement parce que personne, chez Rockstar, n'avait pris la peine de l'analyser et de le corriger. Un joueur a fini par se retrousser les manches, il a procédé au profiling et au reverse engineering du temps de chargement, et c'est un travail de ouf quand on n'a pas le code source, et il a découvert ceci. Un fichier JSON de 10 mégaoctets était traité par la fonction cscanf, qui elle-même appelait la fonction stringlength, qui faisait beaucoup trop de travail à cause de la façon dont les chaînes de caractères sont codées en C avec un octet 0 à la fin. Enfin bref, le traitement total était accidentellement en grand état de n carré, alors que fondamentalement, une seule passe sur le fichier était nécessaire. Ou même 0 passe, parce que c'était un fichier de JSON qui contenait de la pub à afficher au démarrage. Bref, ça servait à rien du tout. Bon, un fichier de 10 mégaoctets en soi, c'est pas très gros,
mais 10 millions d'octets dans un algorithme quadratique, ben, ça coince. Donc, le joueur en question qui a fait cette découverte a écrit un article détaillé sur sa découverte, l'éditeur Rockstar l'a lu et a corrigé le problème, et pour le remercier, lui a offert 10 000 $. Ça, c'est une belle histoire. Accidentally Quadratic, c'est un blog écrit par un développeur, pas par moi, qui contient un recueil de perles de code accidentellement quadratique en grand O de n carré, et je vous le conseille, c'est très divertissant. Ça correspond à une réalité tout à fait tangible. Dans votre ordinateur, vous gérez des gigas et des gigas de données, c'est des quantités considérables, et la quasi-totalité des traitements que vous appliquez à ces fichiers ou à vos flux sont linéaires en grand O de n. Par exemple, copier le fichier sur la clé USB, ou bien éventuellement en grand O de n log n, comme afficher tous les fichiers triés par date. Il n'est absolument pas raisonnable d'envisager le moindre traitement quadratique proportionnel au carré du nombre d'octets, ni même au carré du nombre de fichiers. Donc, en gros, à chaque fois qu'un traitement quadratique survient sur un nombre non minuscule d'objets, vous pouvez être quasiment sûr qu'il y aura des lenteurs, ou même que votre application sera complètement figée jusqu'à ce qu'elle réponde dans quelques milliers d'années. Donc oui, le code qui se fourvoie et se trompe de classe de complexité algorithmique, ça existe et ça nécessite d'être réparé. Voici maintenant ce que j'appelle le problème central de l'analyse théorique de complexité. C'est qu'on a tendance à ignorer la valeur des constantes. On en fait purement abstraction. Constante, ici, c'est encore un abus de langage. J'avais déjà corrigé cette typo. Alors. Voilà. Mais du coup, j'ai perdu mon affichage. C'est génial. Parfait. Donc, constante, c'est encore un abus de langage. Il s'agit plutôt de coefficients cachés, de facteurs multiplicatifs ou additifs dont la valeur est rayée. Imaginons que vous avez déterminé le nombre maximal d'opérations élémentaires que votre algorithme va effectuer en fonction de la taille n de la donnée d'entrée, et cette borne supérieure est exprimée par ce polynôme du second degré, 2n carré plus 53n plus 40. La coutume en analyse de complexité, c'est tout d'abord de rayer les coefficients. On n'en a pas besoin, on s'en fiche. Voilà, on raye le 2, le 53 et le 40. Dans la foulée, on remarque que le polynôme est dominé par son exposant le plus grand, ici, n carré, lorsque n tend vers l'infini. Donc, on raye les composants de moindre exposant, ici n. Et voilà, une fois qu'on a fait ce petit ménage, on en a déduit que f est en grand O de n carré. Et c'est la vérité. De façon extrêmement cavalière et désinvolte, on a effectivement prouvé qu'il existe un certain k et un certain n0 à partir duquel f de n est inférieur à k fois n carré. Mais en cours de route, non seulement on n'a pas essayé de déterminer la valeur de k et de n0, mais en plus on a supprimé pas mal d'informations utiles sur le coût effectif de l'algorithme. La constante additive 40, elle n'est pas si négligeable lorsque n est 0. Et le coefficient 53, il n'est pas très petit non plus. En bref, on perd un peu de signal. Le pragmatisme en matière de performance, c'est de tenir compte de tout ce qui peut être pertinent pour optimiser effectivement les latences, notamment les ordres de grandeur du coût de l'accès à l'information selon l'endroit où elle est stockée. Ces ordres de grandeur sont ignorés par les équations du grand O. Pourtant, ils ont un impact énorme sur les performances. Alors ici, on a des nanosecondes, des microsecondes, des millisecondes. On n'est pas forcément familier avec ces unités qui, de toute façon, représentent des valeurs vraiment minuscules. Alors, à titre de comparaison, j'affiche une mise à l'échelle de 1 seconde. Voilà, à droite, la plus petite opération, un cycle processeur a désormais une unité compréhensible, 1 seconde. L'accès au cache L1 du processeur prend 3 secondes. Et l'accès à la même information stockée sur un disque dur magnétique prend entre 1 mois et 1 an, soit 10 millions de fois plus lent. Moralité, lors de la conception d'un système informatique, mieux vaut avoir ces ordres de grandeur
en tête, manipuler une donnée proche du processeur, ce n'est pas du tout la même vitesse que de manipuler un périphérique ou de faire un accès réseau. Ça nous amène à la notion de compassion mécanique. Ayons un peu d'empathie pour les caractéristiques bas niveau de nos architectures matérielles. J'avais écrit il y a quelques années un long article qui proposait des optimisations concrètes pour améliorer les performances de programmes écrits en Go. Et je me suis aperçu que sur la quinzaine de conseils que je prodiguais, aucun ne parlait de complexité algorithmique. Toutes les optimisations que je proposais, notamment réduire le nombre d'entrées-sorties vers le réseau et vers le disque dur, réduire le nombre d'allocations mémoire, etc., consistaient toutes à rendre le programme plus efficace et plus rapide, tout en restant dans la même classe de complexité. Un outil tout à fait adapté à l'exploration des performances réelles, c'est bien sûr le profiler, avec lequel de nombreux d'entre vous sont déjà familiers. Par exemple, en Go, on a l'outil pprof qui peut vous fournir ce genre de graphes absolument géniaux, qui vous indique clairement ce qui prend le plus de temps dans l'exécution de votre programme. Il vous apportera des révélations comme par exemple, tiens, je n'avais pas conscience que les accès dans une hash map étaient beaucoup plus chers que dans un tableau. Oui, lire dans un tableau se fait en temps constant. Et lire dans une hash map se fait aussi en temps constant, mais nécessite nettement plus de travail. Ou bien, tiens, je ne savais pas que le générateur de nombres aléatoires de la librairie standard était si lent pour mélanger un tableau. Je pourrais le remplacer par quelque chose de moins sophistiqué et plus rapide si je n'ai pas vraiment besoin de nombres aléatoires d'une grande qualité crypto ou quoi. Encore plus important, tiens, je passe 10 fois plus de temps à initialiser mon générateur de nombres aléatoires avec une certaine graine pour que ce soit reproductible. Je passe 10 fois plus de temps à l'initialiser qu'à l'utiliser pour de vrai. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je refactore mon code, que je m'arrange différemment pour réutiliser mon générateur aléatoire plutôt que de le recréer à chaque fois. Ou encore, on a ce genre de graphe, avec beaucoup de cases dedans. Tiens, j'ignorais qu'une simple expression régulière allait générer autant de travail et devenir mon goulot d'étranglement. Alors, quitte à déborder de 2 minutes à la fin, j'aimerais bien vous le montrer, cet outil, parce que c'est assez fabuleux. C'est une interface web. Tiens. Ah non. C'est difficile, les Mac. Là. Donc là, j'ai lancé un programme en profilant l'exécution. Donc, c'était instrumenté de façon à ce qu'il fasse beaucoup de mesures au fur et à mesure de l'exécution pour savoir qui appelle qui, à quel moment, etc. Et après, on est capable, il produit un fichier qui a un profil, et le profil, on est capable de le visualiser comme ça sous forme de graphe. On voit quelle fonction a appelé quelle fonction. Tiens, ici, on voit mon shuffle de tout à l'heure qui a pris que 2% du temps d'exécution. Donc ça, la semaine dernière, je me suis aperçu comme ça que appeler en Go sort.int, ça prenait beaucoup plus de temps que je ne pensais. Et apparemment, il était conseillé jusqu'à la semaine dernière d'appeler plutôt slices.sort pour faire la même chose, mais 3 ou 4 fois plus rapidement. Donc c'est vraiment utile ce genre de graphe. Et ça réserve toujours des surprises. On a toujours des intuitions sur qu'est-ce qui prend du temps dans notre programme. Et ces intuitions sont toujours démolies par la mesure réelle, qui raconte une autre histoire parfois. On peut aussi le visualiser sous forme de flame graph. Si vous n'avez jamais généré un flame graph, c'est vraiment génial, je vous le conseille. Là, tout à l'heure, par exemple, la partie utile de mon benchmark, c'était ici, donc c'est interactif. On peut zoomer sur chaque fonction pour cliquer pour zoomer. Et là, je vois que, on voit que peut-être 75% du temps total de mon benchmark, c'était juste initialiser le générateur aléatoire. Je ne m'y attendais pas du tout. Et du coup, si je veux voir la partie utile de mon benchmark, celle qui faisait des calculs, je dois cliquer sur une plus petite barre pour voir, ah ok, là il y a des allocations, là ça fait le shuffle, etc. Moi, je trouve ça absolument génial, je m'en sers très souvent, je vous le conseille à tous. Alors, on en était là. Mais comment on fait pour relancer le slideshow ? Voilà, donc ça, je l'ai montré, le flame graph qui est interactif lui aussi. Et on va pouvoir passer à une war story. Et war story, c'est un nom lyrique pour désigner un retour d'expérience après avoir rencontré des difficultés. Celui-ci concerne une application interne que nous utilisons réellement avec mes collègues d'Evrel, développeurs relations de Google Cloud, une liste de conférences auxquelles on a participé ou bien prévu de participer en tant que speaker.
Donc DevFest Toulouse 2023 fait partie de la liste. Cette application a une architecture très classique, elle ne fait rien de très pointu, et j'ai essayé de simplifier à l'extrême le problème qu'elle a rencontré afin de vous raconter une histoire cohérente et compréhensible dans laquelle la théorie et la pratique ne sont pas tout à fait alignées. Le schéma d'architecture dans Google Cloud est plutôt simple. L'appli est déployée sur Cloud Run, une plateforme serverless d'exécution d'un container, et cette appli se branche sur une base de données MySQL. On utilise aussi un cache Redis pour améliorer les performances. Et ça, c'est très utile. Pourtant, ce ne sont pas nos équations de tout à l'heure qui nous l'auraient soufflé. Dans le schéma relationnel de la base de données, on a un événement, donc une conférence, qui contient des sessions, donc des talks, des présentations, qui sont présentées par une ou plusieurs personnes, les speakers, et qui ont un ou plusieurs diaporamas, donc les slide decks qu'on est en train de montrer, et chaque diaporama peut avoir 0 ou 1 ou plusieurs tags, donc les tags, ça pourrait être serverless, machine learning, etc. Un peu simplifié par rapport au vrai schéma de la base, mais vous voyez l'idée. Précisons qu'on n'affiche pas la totalité des événements de la base de données à la fois sur cet écran, parce que plusieurs milliers d'éléments, ce serait un peu lourd à la fois à produire pour le serveur, et puis à transférer en HTTP, et enfin à afficher pour le navigateur. Et en plus, ce n'est pas scalable, puisqu'on avait au début quelques dizaines de conférences dans la base, puis quelques centaines, puis quelques milliers. Donc clairement, on ne souhaite pas afficher 10 000 lignes à l'écran. Dans l'écran que vous voyez ici, on n'affiche que les conférences du mois de novembre. L'appli web consiste en des pages HTML, JavaScript et CSS qui vont dynamiquement charger la data JSON à mettre en forme et à afficher à l'écran. Donc par exemple, en une seule requête HTTP, elle peut récupérer la liste des événements d'un certain mois, donc novembre ou septembre. Voilà. Le serveur web fait plusieurs requêtes SQL vers la base de données pour rassembler toute la data dont il a besoin et construire une liste riche et la renvoyer, la sérialiser en JSON. Vous noterez au passage que le serveur web est stateless. Il n'a pas vocation à contenir les données et il n'est pas en lui-même la source de vérité. Il délègue toute la question du stockage des données, de l'intégrité, de la redondance, de l'atomicité des transactions à la base de données. Être stateless, c'est une propriété fondamentale pour la plupart des serveurs web que je connais dans les architectures cloud. Un serveur est capable de servir des centaines d'utilisateurs simultanés grâce à un settings de concurrence supérieur à 1. Et pour servir encore plus d'utilisateurs, il suffit de déployer plus d'instances stateless. On n'a pas besoin au niveau du serveur web de sharder la donnée en fonction de l'ID de l'utilisateur connecté. On n'a pas non plus besoin de mettre en place des sticky sessions pour s'assurer que c'est exactement la même instance qui va traiter la prochaine requête du même utilisateur. N'importe quelle requête est traitée par n'importe laquelle des instances stateless qui sont juste des passe-plats. Les plateformes avec autoscaling nécessitent généralement des serveurs stateless de façon à pouvoir créer et détruire des instances en temps réel lorsque le trafic augmente et diminue. Dans Google Cloud, c'est le cas des plateformes Cloud Functions et Cloud Run. On préfère également utiliser des containers stateless dans les clusters Kubernetes dans lesquels il est courant de créer et détruire des pods. Et c'est également grâce à la propriété stateless qu'on peut implémenter le scale to 0. Pas de trafic du tout égale 0 serveur en cours d'exécution. C'est très économique. Et comme le serveur web ne contient pas la data, on peut se permettre de le détruire sans remords. Donc je disais, le serveur web de mon application d'exemple est stateless et il communique systématiquement avec la base de données en lecture et en écriture. Et ça implique une légère latence pour récupérer la donnée, car faire une requête SQL vers une base de données en réseau dans le même data center, ce n'est pas le même ordre de grandeur que de lire et écrire dans sa propre mémoire vive. Mais toutefois, les data centers sont plutôt performants et optimisés, et cette latence est très raisonnable en pratique. Le vrai problème que nous allons rencontrer porte plutôt sur le nombre de requêtes SQL effectuées pour récupérer la data qui nous intéresse. Une requête pour récupérer les ID et les titres des conférences de novembre. Une requête pour récupérer les sessions de l'événement DevFest Toulouse. Une requête pour récupérer les personnes qui présentent la session de l'événement. Une requête pour récupérer le diaporama de la session de l'événement. Une requête pour récupérer les tags associés au diaporama de la session de l'événement. Une requête pour récupérer les personnes qui sont les auteurs du diaporama de la session de l'événement. Donc là, on a déjà 6 requêtes SQL, ce qui pour l'instant est raisonnable. On pourrait en théorie paralléliser certaines d'entre elles, mais là n'est pas la question immédiatement. 6 requêtes séquentielles, ça va, on reste dans une latence de quelques dizaines de millisecondes, au pire 200 ou 300 millisecondes. Non, le vrai souci
c'est que récupérer les sessions et les infos liées à la session, on le fait séparément pour chaque session de chaque conférence. Ce qui est entouré en orange ici, ce sont les requêtes SQL effectuées pour chaque session. Et ce qui est entouré en bleu, ce sont les requêtes SQL effectuées pour le diaporama de chaque session, etc. On se retrouve vite avec des centaines et des centaines de requêtes SQL séquentielles. J'en vois que parmi vous qui tiquent en se disant « c'est pas optimal tout ça ». Eh bien, vous savez quoi? Non, c'est pas optimal. Ça porte un nom, c'est le N+1 Select Problem. Un souci assez courant avec les ORM, le Object Relational Mapping, quand vous essayez de prendre de la data en base de données relationnelle pour le mettre dans des objets en mémoire vive. En résumé, il s'agit d'un grave problème de performance lorsque, pour récupérer n objets, on fait n+1 requêtes SQL, alors que 2 requêtes SQL auraient peut-être suffi. Tout ça pour afficher une simple liste de quelques dizaines de lignes de texte. Quand je suis arrivé sur le projet, on patientait déjà une bonne quinzaine de secondes pour la voir s'afficher, car on était plus nombreux qu'au début du projet, et on participait à plus de conférences chaque mois. Alors voilà, que faire? Premièrement, notons qu'il y a 2 points d'inflexion dans cette archi où l'on peut se heurter au problème N+1. À droite, dans le dialogue entre le serveur web et sa base de données, ou bien à gauche, dans le dialogue entre le navigateur de l'utilisateur et le serveur web. Ce cas de figure est encore pire, car on a vu que la connexion entre le serveur applicatif et la base de données dans le même data center, ça va, c'est généralement très rapide, mais ce n'est pas du tout le cas pour la connexion Internet de l'utilisateur, qui peut être très mauvaise, surtout si vous avez gardé des habitudes de work from home. Alors, il se trouve que notre application cumulait l'une ou l'autre ou les 2 problèmes de N+1 selon les pages, et ça la rendait extrêmement lente. Dans ce genre de situation, réussir à faire du batching, c'est-à-dire regrouper plusieurs demandes en une seule requête, ça pourrait complètement résoudre le problème de performance, et pourtant sans rien changer à la classe de complexité algorithmique. Récapitulons en prenant un peu de recul. Nous avons une base de données qui contient un total de n événements, qui sont les sessions aux conférences, et un serveur web qui ne contient rien. Chaque session contient un nombre limité, grand O de 1 d'informations, donc un titre, une description, etc. Et même s'il y a parfois plusieurs speakers ou plusieurs tags, ça reste borné assez bas. Sur le dessin, chaque point vert est une session, et il y en a quelques milliers. Lorsque l'utilisateur se connecte, il veut afficher uniquement les sessions du mois de novembre, et effectue donc une requête pour les obtenir. Et vous noterez que initier une requête HTTP se fait en temps constant, même si c'est une grosse valeur, puisque le round trip peut prendre quelques dizaines ou centaines de millisecondes. Pareil au niveau du serveur web. Initier une requête SQL se fait en temps constant. Nous devons donc récupérer un sous-ensemble contenant K sessions, avec K très inférieur à N, puisqu'il ne contient la data que d'un seul mois. La valeur de K, c'est quelques dizaines. Le Big O nous dit ceci. La base de données occupe un espace de stockage en grand O de n, proportionnel au nombre total de sessions de conférence. Et la requête utilisateur est grand O de k. En effet, effectuer un aller-retour à la base de données coûte seulement un temps constant pour le voyage, plus un temps proportionnel à la quantité de données du résultat, en supposant que la base de données elle-même en interne soit très optimisée, avec les index qui vont bien, etc. Et pareil pour l'aller-retour entre le navigateur et le serveur. Ça coûte seulement un temps constant pour le voyage, donc le round trip, la durée du ping, plus un temps proportionnel à la quantité K de données du résultat. Donc Big O nous dit que la latence totale de cette requête sera en grand O de K et qu'on ne pourra pas faire mieux. Donc si l'on s'assure que nos traitements sont effectivement en grand O de K, on devrait juste s'estimer heureux et passer à autre chose. Pire que ça, du point de vue de la complexité algorithmique, il n'y a aucune différence entre une réponse de taille K ou bien K réponse de taille 1. On a beau ajouter de la latence superflue en boucle, encore et encore, c'est réduit dans l'équation à de simples constantes additives et multiplicatives qui sont rayées d'un trait de plume. Et ça, en fait, c'est un très gros problème. Parce que maintenant qu'on a décrit le flux de données en termes de n et de k, il est temps que je vous révèle les véritables ordres de grandeur dont il est question. Une session de conférence, c'est environ 2 kilooctets de texte sérialisé en JSON. C'est peu, et en plus, comme c'est du texte, ça se compresse très bien en gzip lors du transport HTTP.
Les K sessions du mois de novembre, donc il y en a une centaine, c'est environ 200 kilooctets. La totalité des quelques milliers de sessions stockées en base, c'est de l'ordre de 5 mégaoctets. Et nos utilisateurs, ils sont là à patienter 15 secondes pour récupérer une pauvre liste de 200 kilooctets, la liste de novembre. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et ce n'est pas le discours disant « nous sommes déjà proportionnels à K, on ne peut pas faire mieux, ce n'est pas ça qui va nous aider ». La vérité, c'est que si on balançait à l'utilisateur la totalité des 5 mégas de la base de données, donc ça donnerait 1 ou 2 mégas une fois gzippé, ça prendrait nettement moins que 15 secondes. C'est très tentant. On part d'une situation extrêmement dégradée dans laquelle l'opération la plus lente, à savoir la requête réseau vers le serveur ou vers la base de données, est multipliée par le nombre K de sessions du mois en cours. On souhaiterait idéalement faire une seule requête HTTP et un très petit nombre de requêtes SQL pour obtenir le même nombre d'objets, mais sans payer en boucle le fardeau d'une nouvelle requête encore et encore. Ce serait l'idéal, mais il faut savoir aussi que c'est un refactoring qui n'est pas trivial. Si vous avez déjà mis les mains dans du code legacy qui fait des requêtes SQL dans tous les sens, vous savez probablement de quoi je parle. C'est assez lourd et fastidieux de transformer des requêtes existantes pour les réécrire avec les bons join, les bons left join, les bons index, et de jongler avec les ID et les projections les plus précis possibles afin de ramener exactement la data dont on a besoin, ni plus ni moins. Au lieu de ça, je vais proposer une solution intermédiaire, pragmatique, qui constitue une hérésie du point de vue de la complexité algorithmique. Je fais au niveau du serveur un petit nombre de requêtes SQL très simples, des espèces de select étoiles, qui me ramènent la totalité de la data de la base, donc environ 5 mégaoctets. J'applique un filtre programmatique, lui aussi très simple, sérialiser en JSON toutes les sessions de novembre et jeter tout le reste à la poubelle. On peut alors envoyer au navigateur les 200 kilooctets de data utile pour lui. On a maintenant une page qui se charge 30 fois plus rapidement qu'avant. Non seulement c'est un gain de performance important, mais surtout ça fait toute la différence entre une appli inutilisable, 15 secondes, et une appli utilisable, moins de 1 seconde. Dans cette histoire, on a régressé du point de vue théorique, et pourtant, de façon pragmatique, on a optimisé drastiquement les latences en se concentrant sur nos goulots d'étranglement effectifs, au grand soulagement des utilisateurs et à ma grande satisfaction. Yeah. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est scalable? Est-ce bien raisonnable d'avoir une quantité de traitement proportionnelle à n, sachant que la base est alimentée chaque jour et va donc grossir? Pour le savoir, à nouveau, on fait une analyse pragmatique sur les valeurs plausibles de n dans les années à venir, et si possible, un test de charge. Nous avons des instances de serveurs Cloud Run équipées de 1 gigaoctet de mémoire vive. Si notre activité de Developer Relations continue à croître à un rythme très soutenu, on pourrait atteindre jusqu'à 100 mégas de data dans les années à venir. Est-il raisonnable de faire transiter 100 mégaoctets de la base de données vers l'instance Cloud Run pour chaque affichage d'un écran? Oui et non. Ça pose en pratique aucun problème de latence, et c'était le point le plus crucial dans notre cas. Toutefois, c'est assez dispendieux. Ça mobilise nettement plus de ressources que le strict nécessaire. Il s'agissait d'un exemple extrême dans lequel, en manipulant beaucoup trop de données, on arrivait paradoxalement à résoudre notre problème de lenteur. En pratique, rassurez-vous, on a quand même procédé dans un deuxième temps à des optimisations supplémentaires afin de ne pas récupérer tout l'historique des conférences dans nos requêtes SQL. Donc, dans un premier temps, le plus urgent, on a corrigé le symptôme, et dans un deuxième temps, on a un peu corrigé l'architecture. Conclusion, le calcul du grand O, c'est très utile et je vous encourage à le pratiquer dans les phases préliminaires, mais c'est un outil parmi d'autres, un outil qui ne dit pas toute la vérité. La réalité de la latence subie par vos utilisateurs, qui sont malheureux à chaque fois qu'ils voient un petit sablier qui tourne ou bien une petite boule arc-en-ciel qui tourne, ça s'explique le plus souvent par les facteurs cachés, invisibles dans l'équation du grand O. La formule du grand O ne sait pas qu'accéder à un registre de processeur, c'est plus rapide que d'accéder à la mémoire centrale. Grand O ne sait pas qu'une requête HTTP, c'est plus lent que de consulter le cache local du navigateur. Et Grand O ne sait pas que dans une page web, faire un petit calcul côté serveur, c'est beaucoup plus lent du point de vue de l'utilisateur que de faire le même calcul en JavaScript dans le navigateur. C'est à vous, artisans, software craftspeople, développeuses, chefs de projet, d'avoir d'une part l'expérience et l'intuition de ce qui va coûter le plus cher dans vos applications en termes de latence, les fameux goulots d'étranglement,
et d'autre part, de mettre en place des outils de mesure de performance et surtout dégager du temps dans le planning pour faire ces mesures dans des conditions acceptables. On a toujours cette tension entre les prédictions a priori et les mesures a posteriori. Et au risque de choquer les mathématiciens dans la salle, je mets l'analyse de complexité grand O dans le même panier que l'intuition, l'expérience et les estimations au doigt mouillé. Ce sont des heuristiques utiles, mais qui n'exonèrent pas du devoir de faire des mesures. La mesure de performance, c'est quelque chose de fastidieux, élusif, parfois subtil, souvent ingrat. Tout comme les tests unitaires ou les tests d'intégration, c'est quelque chose qui arrive un peu en bout de projet, quand on est fatigué, qu'on en a marre, et qu'on voudrait juste livrer ce sur quoi on a travaillé pendant des mois. En gros, intuitivement, on n'a pas envie d'investir du temps et des efforts dans un audit de performance qui va peut-être nous révéler que le système est trop lent et qu'il faut revoir sa copie. C'est humain, je le comprends bien. Pourtant, est-ce que je conseille à tout le monde d'investir des efforts dans la mesure de performance? Oui, complètement. En gros, il n'y a que 2 moments où on peut réaliser les tests de performance du système dans des conditions à peu près réalistes. Il y a en milieu de fin de projet, lorsque l'architecture est testable, et il y a en production, et là c'est déjà un peu trop tard. Terminons par une citation de l'éminent informaticien Donald Knuth, qui avait écrit un programme pour un ami et lui avait transmis le code source en précisant ceci: « Attention aux bugs dans mon code, j'ai seulement démontré qu'il était correct et je ne l'ai pas testé. » Si cette phrase vous fait sourire, c'est que votre expérience de développeuse vous rappelle immédiatement qu'un bout de code qu'on n'a pas testé, ça n'est pas fiable, quoi que puisse prétendre la démonstration théorique rigoureuse de l'un des plus grands scientifiques contemporains. Je voudrais faire le parallèle avec le sujet d'aujourd'hui sur l'analyse de complexité d'un côté et la performance réelle de l'autre. Une fois que vous avez fait votre analyse rigoureuse pour aboutir à la conclusion « cet algorithme dans mon code est en grand O de n log n », vous êtes plutôt dans la partie « j'ai démontré que c'était bon ». Alors qu'une fois que votre système est déployé et que vous avez fait l'effort de le tester avec une charge réaliste et de mesurer judicieusement les indicateurs clés de performance, en gros, vous avez utilisé un chronomètre. Merci Sylvain pour le chronomètre. Là, vous êtes passé dans la partie « j'ai testé » et vous pouvez vous permettre d'avoir un peu plus confiance en la robustesse de votre système. C'est-à-dire que ces performances ne vont pas se dégrader affreusement lorsque la charge augmente. Donc, pour résumer, faire des calculs, c'est bien. Mesurer, c'est mieux. Merci beaucoup. Avant que vous quittiez précipitamment la salle, je vous offre 2 QR codes. Le premier pour donner votre avis sur ma présentation, très important si elle est positive, un peu moins important si elle est négative, mais vous faites ce que vous voulez. Et le deuxième, c'est pour tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin à Google Cloud. Nous avons lancé le programme Cloud Innovators, qui vous donne accès à des ressources pour apprendre le cloud et aussi qui permet de contacter plus facilement des experts cloud. Et si vous avez des questions sur ma présentation ou sur autre chose, je serai ravi de rester dans les parages avec vous.